J'ai dit famille, cette femme, elle était l'œil qui ne se ferme jamais sur l'île de Jeffrey Epstein. Aujourd'hui, pour la première fois, elle révèle ce qui n'apparaît dans aucun dossier et raconte ce qu'elle a vu dans les ailes interdites à tous. Voici donc l'histoire et le témoignage complet de la gouvernante de l'île d'Epstein. Écoutez. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'île d'Epstein n'est pas qu'un simple bout de terre en mer. C'est un labyrinthe conçu pour paralyser l'esprit. Oui, il y a les résidences luxueuses, les plages qui scintillent au soleil, les salons pour des soirées inhabituelles. Mais tout ça, ce n'était que la façade. Il y a des ailes qu'on peut appeler secrètes ou ultra privées. Elles n'étaient pas accessibles à tous. Même moi et mon équipe, on nous a interdit de les approcher pendant des années. Epstein ne m'a laissé ouvrir ses portes qu'après avoir testé ma loyauté par le silence et après s'être assuré que j'étais devenu un meuble. Je bouge, je vois, mais je ne parle pas. Ces endroits précisément, vous ne les trouverez dans aucun dossier publié. Il effaçait leurs traces chaque jour. Pas de papier, pas d'instructions écrites, pas même de preuves numériques, comme si ces ailes n'existaient pas officiellement. Et même quand j'ai eu le privilège d'y entrer pour nettoyer, ce n'était jamais à n'importe quel moment. Il y avait des horaires précis, des signaux particuliers et une atmosphère suspecte avant qu'on entre. Si vous me voyez pâle maintenant, ou si j'ai des troubles mentaux et perds l'appétit pendant des jours, c'est à cause de ce que j'ai vu là-bas. Parmi toutes ces suites, il y avait une pièce qui était la plus terrifiante. La pièce que nous appelions entre employés la chambre noyée. Cette pièce précise, personne ne passe devant par hasard, et sa porte ne s'ouvre que lorsque quelque chose d'anormal se produit. Elle était isolée du bâtiment de façon incompréhensible. Des murs d'une épaisseur inexplicable, un sol mécanique qui bouge avec un bruit sourd et un système de ventilation complètement différent du reste des ailes. Mais ce qui était vraiment terrifiant, c'était ce qu'il y avait sous ce plancher. Il y avait une ouverture mécanique donnant directement sur la mer, pas n'importe quelle mer, mais un point très profond connu pour regrouper certaines espèces de poissons prédateurs de manière impossible à ignorer. Et je pense que vous n'avez pas besoin que je vous dise ce qu'on donnait à manger à ces poissons. C'était évident pour tous ceux qui ont vu ce que nous avons vu. Ce que je peux dire sans me mettre en danger, c'est que nous avons vu des gens entrer dans cette pièce et ne jamais en ressortir. Ces suites ne ressemblaient à rien d'autre sur l'île. Si les complexes extérieurs montraient le luxe que connaissaient les clients, les suites privées montraient le vrai visage de l'île. Une mentalité obsédée par le contrôle, pas par le plaisir. Le décor là-bas n'a jamais été beau. C'était froid, calculé, conçu pour t'impressionner, pas pour te plaire. Les murs étaient recouverts d'une épaisse couche de velours insonorisant, et dès que la porte se refermait derrière toi, les sons disparaissaient complètement. Pas de vent, pas de vagues, juste un silence étouffant, comme si l'endroit était coupé du monde. L'éclairage ne venait pas d'en haut, mais de petites ouvertures dans le sol et les murs. Une lumière tamisée qui rendait l'endroit sombre d'un côté et exposé de l'autre. Epstein la contrôlait via un petit panneau près de la porte. Il en changeait l'intensité selon son envie. Parfois, il la rendait rouge et inquiétante, parfois blanche et crue comme une salle d'interrogatoire, comme si c'était un éclairage fait pour te révéler, pas pour éclairer le lieu. Et le plus étrange, la présence de petites lentilles cachées dans les cadres des tableaux. Des tableaux classiques de femmes de l'Antiquité. Bien sûr, c'était des caméras qui filmaient en tout. Il est possible que dans les jours à venir, des vidéos et des photos circulent aussi, pas seulement des fichiers et des emails. Les meubles étaient très bas, près du sol, de sorte que ceux qui s'asseyaient se sentaient plus petits et ceux qui se tenaient debout au-dessus d'eux se sentaient plus grands. Les canapés étaient en cuir noir, brillant, très froid au toucher, comme s'ils n'étaient pas faits pour le confort, mais pour te rappeler que tu ne possèdes rien dans cet endroit. Quant au sol, ils étaient en marbre noir poli à tel point que tu voyais ton reflet avec une clarté effrayante, et ils les nettoyaient avec des produits qui rendèrent la surface toujours glissante. Même la façon de marcher à l'intérieur était déstabilisante, et ce n'était jamais un hasard. Tout dans ces suites, l'éclairage, les meubles, les murs, était pensé. Il disait une chose, cet endroit est conçu pour vous faire perdre l'équilibre, pas pour le retrouver. Les penchants d'Epstein étaient très étranges. Ce n'était pas un homme en quête de beauté, de maturité ou de séduction.
Son attention se portait toujours sur de très jeunes tranches d'âge, des âges qu'aucun homme de sa position ne devrait jamais approcher. Sur l'île, je voyais des femmes adultes, des mannequins, des femmes parmi les plus belles que l'œil puisse voir. Mais étrangement, il ne leur prêtait aucune attention, alors que ses traits changeaient complètement en voyant une petite fille. Et moi, en tant que chef du personnel, je le voyais tous les jours. Il était très clair que ce n'était ni un goût particulier, ni un caprice passager, mais la base de sa vie, l'essence de sa personnalité et le centre de tout ce qui se passait sur l'île. Mais plus dangereux que ses penchants était sa capacité à y entraîner les autres. Il avait un charisme écrasant, une personnalité sociale très forte et des méthodes de persuasion redoutables, car il s'asseyait avec ses amis influents et commençait à les attirer. Il les convainquait que vivre ce qu'ils vivaient était le summum de la liberté et que c'étaient des expériences uniques qu'ils devaient vivre. Et apparemment, ils ont vraiment aimé ça. Ils pouvaient voir cela comme un caprice passager ou une rupture avec la routine, mais pour lui, c'était son unique mode de vie. C'est là qu'apparaît sa véritable intelligence. Jeffrey ne bâtissait pas ce réseau d'amis puissants juste pour le plaisir. Il se forgeait une armure. Il savait que l'implication de ses influents était sa seule garantie de survie. Ce réseau lui offrait protection et couverture totale pour ses activités secrètes. Il savait que tant que les puissants trempèrent dans cette face sombre, la justice n'oserait pas approcher l'île. Il n'était pas juste intelligent, c'était un génie en maths et en physique. Imaginez quelqu'un sans diplôme universitaire qui a réussi à infiltrer le système de la prestigieuse Dalton School de New York, cette école réservée aux enfants de l'aristocratie. Il leur enseignait les maths avec un talent stupéfiant, ce qui explique comment il a géré sa vie par la suite. Il voyait les gens comme de simples chiffres dans une équation, et l'île était son laboratoire privé. Mais comme tu sais, ça n'a pas duré longtemps, il a été viré pour avoir vu honneur de la profession. Et quand tu entends cette expression dans le contexte d'un type comme Epstein, pas besoin d'être un génie pour comprendre ce qu'il faisait. Il côtoyait quotidiennement des jeunes filles dans la fleur de l'âge, filles des familles les plus puissantes d'Amérique. Moi qui l'ai côtoyé pendant des années, je peux t'assurer que ses penchants n'ont pas commencé sur l'île, ils y ont mûri. C'est cette étape qui a affiné son talent pour la chasse. Il disait toujours avec assurance « Les maths ne mentent pas, ce sont les gens qui mentent ». Par là, il voulait dire qu'il avait trouvé la formule mathématique qui ferait marcher tout le monde derrière lui, que ce soit par cupidité ou par peur. À la fin des années 90, quand j'ai commencé à travailler à Al Jazeera, les choses n'étaient pas aussi bruyantes que vous l'entendez maintenant. Le début était calme et méthodique. Geoffrey ne demandait pas de geisha aux filles au début, mais les filles venaient l'une après l'autre individuellement. Le scénario était toujours le même. Tu vas faire un massage à un homme riche d'âge moyen sur son île privée et tu toucheras $300 ou un peu plus. Imagine. Une lycéenne d'une famille brisée qui n'a connu que pauvreté et problèmes dans sa vie. On lui propose cette somme pour une heure de travail dans un paradis tropical. Elle y voyait une bouée de sauvetage. Et c'est là que la boule de neige a commencé à grossir. Jeffrey n'était pas radin. Il dépensait sans compter en avion et services, mais il était très malin. Il ne voulait pas qu'on le fasse chanter, alors il donnait aux filles dans les $300. Pour sa fortune, rien du tout, mais pour une fille pauvre, c'était une somme qui la poussait à revenir et même à ramener ses copines. Parmi tous ces visages, il y en avait une que je n'oublierai jamais. Elle bossait dans un petit salon de coiffure et c'est là qu'elle recrutait les filles. Elle savait exactement qui cibler. Celles qui avaient en besoin, celles qui cherchaient une opportunité, celles qui n'avaient pas trouvé leur voie. Elle les abordait avec le sourire en leur disant « un beau voyage, un boulot facile et un type sympa qui paiera bien ». Cette fille, à elle seule, en quelques mois, a ramené à Jeffrey environ 45 filles. Ce n'était pas d'un coup, mais au fur et à mesure. Chaque fois qu'il demandait un nouveau visage, elle était payée pour chaque fille qu'elle amenait. Les filles la remerciaient parce qu'elles allaient dans un endroit chic, comme on leur avait dit. Et ici, je dois être très claire. Toutes celles qui venaient sur l'île n'étaient pas forcées ou trompées. Il y avait des femmes adultes parfaitement conscientes de ce qu'elles faisaient, venant pour des soirées privées avec Jeffrey et ses invités importants. Elles n'ont jamais été victimes,
mais faisant partie du système existant. Leur rôle était de convaincre les nouvelles filles que tout était normal, que tout était sous contrôle, et qu'elles récupéreraient l'argent et rentreraient chez elles. Ces femmes portent à mon avis la même responsabilité car elles ont contribué à faire taire les filles, à rassurer celles qui avaient peur et à les pousser à continuer. Pour les nouvelles venues, la situation était complètement différente. Je voyais clairement la peur dans leurs yeux. Elles entraient sur l'île en pensant qu'il ne s'agissait que d'un massage, puis comprenaient rapidement que la réalité était différente. J'ai vu des filles pleurer dans les chambres des domestiques en demandant comment s'échapper. Mais s'échapper était impossible. Vous êtes sur une île isolée entourée d'eau, et les gardes contrôlent chaque mouvement. Je me souviens très bien des endroits où certaines étaient détenues si elles essayaient de résister. Elles étaient soumises à des pressions psychologiques avant les rencontres importantes. L'île était construite sur 2 niveaux bien distincts. La classe bénéficiaire, des femmes adultes qui savent ce qui se passe et agissent en pleine conscience. Et la classe des faibles, ces nouvelles filles qui dépérissaient jour après jour, comme si la vie s'échappait lentement de leur âme. Jeffrey observait tout cela d'une manière très froide. Il voyait la contradiction, observait l'effondrement de certaines comme s'il assistait à une expérience, pas à des personnes en chair et en os. L'île n'était pas une station balnéaire. C'était une immense machine couverte de parfums luxueux, mais derrière se cachait une sombre réalité que peu connaissaient. En tant que majordome sur l'île, mon travail ne consistait pas seulement à nettoyer des chambres ou dresser des tables. Nous gérions l'endroit comme si nous faisions partie d'une énorme machine. En temps normal, les commandes semblaient étrangement saines et parfaites. De l'eau de source spécifique, de la nourriture bio de certaines fermes, des fruits transportés par avion comme des bijoux. Mais les soirs de fête, tout changeait. Nous recevions des enveloppes blanches scellées, soit de Jeffrey lui-même, soit de Ghislaine, celle qui se déplaçait sur l'île comme son ombre. Le choc résidait dans le contenu de ces listes. Des huiles de massage importées de Paris, commandées en quantité injustifiable, des crèmes et solutions introuvables sur le marché, laissant une couche brillante sur la peau. Je ne sais toujours pas aujourd'hui pourquoi elles étaient demandées en telle quantité. Garde-robe complète prête avant chaque fête. Déguisements, tenues formelles, petites chaussures et tailles inhabituelles. On les repassait et rangeait, sachant exactement pour qui et pourquoi. Les demandes des invités, un monde avec ses propres règles. Chaque invité avait son humeur, et elle déterminait le type de soirée. L'un demandait de changer les draps 3 fois par nuit, tous d'une couleur précise. Un autre voulait la pièce totalement sombre, sans même la lumière de la clim. On couvrait tout de rubans noirs et éteignait la moindre lueur. Pour être honnête, l'argent sur cette île n'était pas qu'un salaire. C'était une arme. Moi, je touchais un salaire incomparable à tout salaire normal. 3 ou 4 fois celui d'une gouvernante dans les plus grands hôtels de New York. Et ce n'est pas tout. Après chaque grande soirée ou visite importante, on recevait des enveloppes scellées sans nom. On les ouvrait et trouvait un montant supplémentaire, de quoi payer 1 an de loyer ou les dettes d'une famille. Personne ne demandait d'où venait cet argent. On le mettait en poche et on se taisait. Les salaires des gardes, c'était une autre histoire. La plupart étaient d'anciennes unités spéciales de l'armée. Des hommes qui savaient exactement comment protéger les secrets. Leur salaire suffisait pour acheter une maison en banlieue en 1 an. Alors ils fermèrent les yeux. Ils faisaient semblant de ne rien voir s'ils entendaient un cri. Ils montaient le volume de la musique. L'argent les rendait aveugles volontairement. Ce n'était pas que nous ou les gardes. Les chauffeurs, cuisiniers, marins qui transportèrent les bateaux entre l'île et la terre. Tout le monde était payé. Il était incroyablement payé. Un chauffeur gagnait autant qu'un directeur de petite banque. Les cuisiniers touchaient là des salaires dont même un chef d'hôtel 7 étoiles n'aurait jamais rêvé. Hey! Les marins étaient même payés des sommes qui les faisaient s'accrocher à leur poste comme à une bouée de sauvetage. En plus, on envoyait des sommes énormes à nos familles. C'est cette partie qui me fait encore culpabiliser aujourd'hui. On ne s'est pas tu juste pour nous, on s'est tu pour envoyer à nos proches un argent qu'ils n'auraient jamais imaginé. On se disait qu'on ne faisait rien de mal, qu'on travaillait juste et qu'on était payé. Le plus gros mensonge pour fuir notre conscience. Résultat, avec le temps,
On est passé d'employés à des gens enchaînés au cou de l'île. Trop d'argent rend la démission plus difficile, parler impossible et revenir à une vie normale quasi impossible. C'est la vérité que les gens ne comprennent pas quand ils entendent parler d'une grosse affaire. L'argent n'achète pas que des services, il achète le silence et ensuite toutes les consciences. Le choc de juillet 2006 a été le premier séisme à vraiment frapper l'île, quand Epstein a été arrêté. Un silence comme aucun autre s'est installé. Les domestiques, les gardes, les cuisiniers, tout le monde marchait d'un pas lourd. On avait peur, mais ça n'a pas duré. 2 jours après, un avocat célèbre débarque, un type qui sait retourner n'importe quelle affaire. Il nous réunit calmement et dit « Pas de panique, le dossier ne parle que de pratiques illégales. Rien d'autre. » Évidemment, il nous prévenait qu'il y aurait une descente de police sur l'île. Juste après, le grand nettoyage a commencé. Des ordres rapides, sans discussion. Nettoyer, changer tout, cacher tout. Tout doit revenir à zéro. Malgré toutes les précautions, la police a trouvé des caméras cachées qu'on ne connaissait même pas, surtout dans les coins qu'Epstein choisissait pour ses rendez-vous avec ses invités importants. Là, je me suis dit que c'était fini. J'ai quitté l'île persuadé que son empire était tombé. Mais la surprise est venue quelques jours plus tard. Il est revenu. Oui, il est revenu. Il a payé une amende. Il est sorti et a organisé une fête que les invités ont appelée la fête du retour. Et ce n'était pas une fête ordinaire. C'était la plus grande soirée que l'île ait jamais connue. Il se promenait parmi eux comme un roi revenu sur son trône, regardant ses invités en souriant. Ce sourire qui dit « Vous avez vu, je suis plus fort que vous ne le pensez ». Et depuis cette nuit-là, tout est redevenu pire qu'avant. En 2008, Epstein a plaidé coupable en Floride pour 2 infractions. Seulement 2 infractions, malgré les rumeurs, dossiers et presse qui parlaient de bien d'autres choses le concernant. Mais la surprise n'était pas dans le nombre d'accusations. La surprise était dans le type de sanctions. Condamné à 18 mois de prison, mais autorisé à sortir chaque jour pendant de longues périodes, jusqu'à 16 heures, 6 jours par semaine. Il vivait plus hors de sa cellule qu'à l'intérieur. Il allait à son bureau, gérait ses affaires, menait sa vie presque normalement, puis rentrait le soir juste pour dormir. On le voyait de loin et on se disait « Cet homme est intouchable, il ne tombera jamais ». Et effectivement, ça a duré jusqu'en 2019. Le 6 juillet 2019, il a été arrêté à nouveau à l'aéroport de Teterboro et cette fois c'était complètement différent. Une affaire d'envergure, sensible, sous supervision fédérale directe. Dès son arrestation, j'ai senti qu'un grand changement s'opérait. Les visages qui remplissaient ses fêtes, qui lui souriaient et le traitaient comme le centre du monde, sont devenus des gens qui ne voulaient plus être associés à lui. Il n'était plus protégé, il était devenu un fardeau pour les cercles qui l'entouraient autrefois. Sa libération sous caution a été refusée et il a été placé dans un établissement sous haute surveillance. Puis il y a eu le premier incident. On l'a retrouvé inconscient dans sa cellule et il a été placé sous surveillance renforcée. Mais le vrai mystère reste lié à la nuit de sa mort. Cette nuit-là précisément, certains systèmes de surveillance sont tombés en panne. Les 2 gardiens de service ont dit qu'ils dormaient. Le couloir est devenu étrangement calme, comme si quelque chose avait isolé la cellule du monde pendant quelques instants. Le rapport officiel dit que c'était son choix. Mais moi qui connais son caractère et sa façon de penser depuis plus de 10 ans, je n'arrive pas à y croire. Non pas par attachement émotionnel à la vie, mais parce qu'il détenait des informations explosives. Et il répétait toujours cette phrase que je n'ai comprise que plus tard, « Certains ont plus besoin de mon silence que moi ». Et je suis convaincue que le moment où son silence est devenu trop cher, c'est le moment où tout a basculé. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que sa véritable fin restera un dossier ouvert, et vous n'en connaîtrez probablement jamais tous les détails. Quant à ce que je sais personnellement, il n'est dans l'intérêt de personne que je le dise. Geoffrey est parti, mais sa mort n'a pas refermé l'histoire. Avant de mourir, il a rédigé un dernier testament, un document contenant 43 noms qu'il a choisis avec soin, et auquel il a versé des sommes colossales pour garantir que certaines portes restent fermées et certaines voix réduites au silence. Et ce qui m'a stupéfiée, c'est que cette liste incluait aussi des gens de l'île elle-même, des gardes, des chauffeurs, des domestiques, chacun ayant reçu de quoi faire taire sa voix à vie.
Quant à moi qui l'ai accompagné pendant des années, qui connaissait les détails de sa vie mieux qu'il ne se connaissait lui-même, mon nom n'y figurait pas. Je ne sais pas si c'était une confiance aveugle en mon silence ou un dernier rappel que mon rôle pour lui était terminé. Mais ce que je sais très bien, c'est que mon exclusion n'était pas un silence pour moi, mais l'étincelle qui a rouvert toutes les portes qu'il tentait de fermer. Je suis ici aujourd'hui parce que je suis la seule à détenir encore toute la vérité et la seule qui n'a plus rien à perdre. C'est-à-dire qu'il y avait des caméras partout cachées. Dans toute la maison, même dans les toilettes, il y avait des caméras partout cachées. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire là, on va te filmer. On a les preuves, on a tout. Tu t'amuses à dire, tu vas faire. On te dit, hey, voilà ça est là. Tu fais pas attention. On va tout parler. Donc tu vas fermer ta beuve. Et puis tu vas continuer à faire ce qu'on te dit là, que tu le veuilles ou pas. Sinon, c'est drap pour toi. C'est un endroit où tu es là pour perdre ton équilibre, où on va te manipuler jusqu'à Tcha. Voilà l'île. Hein. On dit que c'est l'île paradisiaque à ta main. Ouais. Et en plus, il aimait les péperos, les petites. 12, 13, on peut faire ça. À ta main. Donc toi, on t'envoie pour aller faire un travail pour $300. Tu vas aller vendre ton âme. $300. Toi, tu auras un salaire aussi, on va te payer, tu vas aller vendre ton âme. Voilà ça, vous qui aimez l'argent là. Vous êtes prêts à ça. C'est-à-dire, on vous fait une manipulation morale, une manipulation psychologique pour Dieu. Vous n'avez plus votre liberté. Imaginez un peu comment ça peut, ça peut changer votre vie dans une misère, mais incommensurable. Oui. Pour un salaire, tu vas bousiller ta vie, ta life. Tu vas la bousiller. Vous-même voyez ça. Ça, c'est une vie, ça, pour l'argent. Où vous allez voir tout ce que vous ne pouvez même pas imaginer, même que ça existe sur Terre. Là, vous allez voir ça là-bas. Demain, on a une autre vidéo sur le même sujet. Là, maintenant, là. Ça va être un commandant même qui va venir nous dire les choses. Vous allez comprendre que ce moro-là, c'est un babo. Oui, là. Un babo. Ouais. On peut faire ça. Après, on se pose des questions. Pourquoi le monde dans lequel nous sommes là, c'est pas calé. On dit il n'y a pas bon frein. Ici en Côte d'Ivoire, on dit il n'y a pas bon frein. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager, afin que tout le monde sache que s'est-il réellement passé à l'île d'Epstein. Ce qui est sûr, à la prochaine vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Salam alaikum.